Bon, on va faire un update crypto parce que là, ça tombe news sur news. Là, il y en a deux qui viennent encore de tomber entre le moment où j'ai préparé cette vidéo et le moment où j'allais te parler. Enfin bref, c'est la folie. Donc, salut. T'es sur la chaîne des finances et de l'investissement, mais pas chiant. Ici Yann Darwin. Aujourd'hui, c'est update crypto. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Sur le marché, on va parler dans cette vidéo, tu vas voir du marché, des peurs, des risques. Est-ce que on va aller chercher plus bas sur cette correction qu'on attendait? D'ailleurs, on en a parlé sur la précédente vidéo. Ça commençait à faire peur. Ça a monté un petit peu trop fort et trop vite. Et je te disais que j'attendais une correction saine. La voici pour moi. Pour moi, c'est pas alarmant. Spoiler alerte, c'est pas alarmant ce qui se passe actuellement. Mais voilà, on va parler de corrélation entre les marchés classiques et les marchés crypto. On va parler des institutionnels. Est-ce que oui ou non, et tu vas voir, j'ai trouvé un rapport qui est super intéressant qu'on va éplucher ensemble. Est-ce que oui ou non, il se passe des trucs? Est-ce que oui ou non, les institutionnels rentrent? À quel niveau? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils n'ont pas peur? Est-ce qu'ils y vont all-in? Ou voilà, quelle est leur vision là-dessus? On va bien sûr aller voir les charts, ce qui se passe sur le Bitcoin, ce qui se passe sur l'Ethereum, ce qui se passe sur les alts et sur le market cap. Et on ira faire un tour sur les indicateurs qu'on a l'habitude de suivre sur Glassnode, pour voir ce qui se passe au milieu de tout ça. Juste avant qu'on commence, une information extrêmement importante. Tu peux t'inscrire, je te mets le lien juste ici sur le grand quiz. Et tu l'as également, hein, comme d'habitude, partout autour de cette vidéo. Le grand quiz, ça se passe lundi prochain, le 29 novembre à 20h30, c'est en direct. Et ce que je te propose, c'est de te former en t'amusant, puisqu'on va parler de finance et d'investissement sous forme d'une conférence en direct, comme on a l'habitude de faire, et également d'un quiz. Donc ça va être rigolo. Tu vas voir, il y a une app, etc. Tu peux jouer en direct avec nous. Il y aura des gagnants, il y aura des histoires, il y aura des questions et des thèmes et de la formation sur les thèmes qui nous intéressent, hein, les thèmes des finances et les thèmes qu'on voit sur cette chaîne, hein, donc immobilier, bourse, private equity, finances personnelles au sens large et gestion de ton argent. Il y a des choses à gagner, il y aura 4-5 euros gagnants qui vont être tirés au sort pendant la soirée parmi les bonnes réponses. Il y avait également un concours sur Instagram que tu as peut-être vu passer. Il y a aussi parmi les gens qui seront présents au live, il y aura une Mustang à gagner. Excuse-moi, voilà, je te fais gagner une voiture. Et donc ça va être très cool. Donc ça se passe lundi 29 novembre à 20h30, tu peux t'inscrire. Tu as toutes les infos sur cette page. Je te la mets là, je te la mets partout. Tu as yandarwin.com/live aussi pour t'inscrire. Enfin voilà. Tu cliques, tu vas trouver, ça va bien se passer. Sois présent parce que tu vas voir qu'on va aller plus loin. Je serai accompagné de Guillaume. On a mis en place un setup un petit peu cool avec un studio, etc. Donc ça va être vraiment sympatoche. Bon, parlons des cryptos. Il y a deux news qui viennent de tomber là. La première, c'est le régulateur australien a dit les gars, si jamais il y a un problème avec les cryptos, vous êtes tout seul. Donc forcément, ça n'a pas aidé sur la précédente séance sur le marché australien. Et on a également l'Inde, pareil, où il y a des rumeurs de nouvelles... tout simplement comme d'habitude, une nouvelle régulation sur les cryptos, etc. Et donc, on a eu des grosses baisses, et notamment sur les mêmes coins dont on va parler juste après, Shiba, etc., là, qui ont baissé de 20% sur les exchanges indiens. D'ailleurs, il y avait une opportunité d'arbitrage assez importante qui est en train de se refermer, puisqu'on avait 20% de différence sur les exchanges indiens par rapport au Binance, Kraken, etc. Sur ces coins-là, c'est la beauté d'un marché non régulé. Au-delà de ça, on a une autre news que j'avais eu le temps pour le coup, parce qu'elle est tombée un tout petit peu plus tôt, de te partager, c'est celle-ci, c'est le FMI qui parle du Salvador. Et on en avait parlé du Salvador, et j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse là-dessus. Donc le FMI, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le Bitcoin ne devrait pas être une monnaie légale au Salvador, c'est une vraie mauvaise idée, les gars, vous êtes cons. Voilà en gros ce qu'ils nous disent. Et pourquoi ils en parlent maintenant? Parce que la news remonte quand même, c'est parce que le Salvador a annoncé qu'ils allaient tout simplement émettre une obligation en Bitcoin, une obligation pour $1 milliard en Bitcoin tout simplement. Donc voilà, c'est quand même bête. Je trouve ça... En fait... Je suis complètement d'accord, on dira ce qu'on veut sur le FMI, on dira ce qu'on veut sur les banques centrales, etc. Pour le coup, je suis totalement d'accord avec cette vision. En fait, ce qui se passe, c'est que les cryptos, le Bitcoin, c'est génial. C'est une technologie absolument folle qui disrupte absolument beaucoup de choses. Et puis, on a plein de sous-technologies qui finalement émergent grâce à ça, les NFT, etc.
smart contract, tout ce que tu veux. C'est très bien, c'est génial. Et il y a énormément d'applications et business et monde réel et finance. Il y en a plein et il y en aura plein et ça, on est d'accord que ça va révolutionner le monde. Par contre, on ne peut pas utiliser, je sais pas moi, un fusil de chasse pour se laver les dents. Tu vois, c'est un peu con. Et ben, c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'on ne peut pas utiliser les cryptos partout, tout le temps, juste parce que elles sont là et qu'elles ressemblent globalement à une monnaie, quoi. Et notamment le Bitcoin, avec tous les problèmes qu'on peut lui connaître de scalabilité, de rapidité, de frais, de pollution, etc. C'est un autre débat. Toujours est-il que, et j'en avais parlé quand on a eu la news sur le Salvador à l'époque, je pense que c'est la plus grosse connerie de leur histoire, et je pense que dans les mois et les années à venir, il va se passer un choc extrêmement important au Salvador à cause de cette décision. Ça, on en reparlera, et si tu veux, mets-moi dans les commentaires, tant que tu passes et que tu mets un coup de coude au pouce pour aider au référencement de cette chaîne, dis-moi si tu souhaites qu'on fasse une vidéo uniquement sur le sujet. C'est un sujet qui m'intéresse, moi, perso. Maintenant, est-ce que le marché pense la même chose que moi? C'est aussi la question qu'il faut se poser, et notamment, moi, ce que je regarde, c'est quel est le comportement des investisseurs par rapport aux bonds, donc aux obligations du Salvador, parce que, et en plus, c'est quand même cool, parce que les obligations, c'est quand même vachement utilisé par les institutionnels et par les grosses mains, et pas trop par les traders particuliers. Ben, le marché, il pense ça. Le marché, il pense que depuis que... alors, il y avait eu voilà, quelques problèmes politiques, on va dire, et puis ensuite, on avait annoncé que le Bitcoin devenait une monnaie légale, et à partir de ce moment-là, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que les bonds ne font que baisser, 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 baisser et baisser. Pourquoi elles baissent? Pour que leur rendement mécaniquement augmente. Et ça traduit quoi? Ça traduit un manque de confiance extrêmement important dans la capacité au Salvador de rembourser sa dette. Tout simplement. Puisque l'investisseur, il fait quoi? Il regarde toujours le risk-reward. Il regarde le risque par rapport à ce qu'il peut gagner. Et plus c'est risqué, plus en échange, il demande de gagner beaucoup. C'est très simple. Hein. Si tu me demandes de faire un truc méga risqué, bah, tu me récompenses fort. Sinon, je ne le fais pas. C'est exactement ce qui se passe ici. On voit des bonds qui descendent, 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 descendent. Pourquoi? Très simplement. Les bonds, elles sont dénominées en dollars. On va prendre un exemple très simple. Le prix 100 $. Et elles donnent un taux d'intérêt. On va faire quelque chose de très simple pareil. 5% par exemple. Okay, et on dit voilà. Pour chaque obligation, sur une base 100, tu as 5%. Dans X temps. Bah, dans 10 ans, par exemple, bah, tu vas toucher tous les ans 5%, et dans 10 ans, je vais te rembourser ton prêt, hein, parce que c'est tout simplement un prêt. C'est-à-dire que je vais toucher 5%, par exemple, de façon biannuelle par an, un rendement de 5%, et à la fin, on va me rembourser ce que j'avais prêté, tout simplement. Donc ça, c'est dans un monde parfait, et le bond, il est émis, il ne bouge pas. Sauf que ce qui se passe, c'est que il y a le marché. Il y a la loi de l'offre et de la demande. Et tout simplement, le marché, s'il dit que ce bond-là, il devrait valoir plus, parce qu'il est très demandé, parce que tout le monde le veut, parce qu'il a l'air super safe, et il va monter. Et puis, si le marché pense que c'est le contraire, ce bond, il est risqué, il fait peur et personne n'en veut, il va descendre, parce que c'est la loi de l'offre et de la demande, il y aura très peu d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, ça va descendre tout simplement. Sauf que mécaniquement, ce qui se passe, c'est que là, sur le Salvador, suivant les échéances, on va être aux alentours de 65 par exemple, sur une base 100 actuellement. Mécaniquement, ça fait augmenter le taux. Puisqu'en fait, ces deux variables sont liées sur une obligation. C'est-à-dire que si au lieu de l'acheter 100, je l'achète 65, mais qu'elle me donne toujours 5%, mon rendement total réel est au-dessus. Puisque je l'ai acheté en plus à un discount. Je l'ai acheté 65, alors qu'elle vaut 100, facialement. Donc j'ai eu un discount. Donc forcément, j'achète moins cher. Donc, elle me sera remboursée au même prix et j'aurai le même taux d'intérêt, ce qui veut dire que mon total return est plus haut. Et inversement, si j'avais acheté plus haut, j'aurais acheté par exemple 120, elle me donnait toujours 5%, forcément elle me donnait en total return moins de 5%, peut-être 4-3%, puisque je l'avais acheté plus cher. Et là, ce qui se passe très clairement actuellement, c'est ça. C'est que ça traduit un très gros manque de confiance, puisque ça ne fait que baisser, 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 baisser. Et aujourd'hui, on est entre 65 et 75, suivant les échéances, sur le dollar. Donc on est à moins 25, moins 30, moins quasiment 40% de décote. Donc le marché, lui, il pense un petit peu la même chose. Il pense que le Salvador, ça commence à être méga risqué. Pourquoi il pense ça? Et pourquoi je pense la même chose? C'est que, au bout d'un moment, quand on met une monnaie fiat
souvent le supporter de foot va dire « Ah, la fiat, c'est nul, et il vaut mieux les cryptos. » Parce que c'est décentralisé, parce que les États, ils peuvent pas manipuler, etc. Et je le comprends très bien, et c'est une vision qui est très correcte. On va pas dire qu'elle est bonne ou pas bonne, elle est correcte. C'est-à-dire que oui, en effet, le Bitcoin, on peut pas le manipuler, on peut pas en mettre plus, on peut pas en mettre moins, on peut pas le donner à notre copain, etc. Sauf que le principe d'une monnaie fiat, c'est justement que l'État, ou un groupement d'États, je prends l'exemple de l'Europe où on partage tous l'euro, avec une banque centrale européenne, puisse justement avoir des actions sur cette monnaie. Pourquoi ? Parce que les monnaies et les actions qu'on va avoir sur elles, et notamment en mettre plus ou en mettre moins, schématiquement, ça va entraîner énormément de choses derrière. Est-ce que les prix vont augmenter, baisser, la fameuse inflation ? Est-ce qu'on va être au plein emploi ou pas, le fameux taux de chômage ? Est-ce qu'on va être, on va concurrencer proprement les autres monnaies ? Parce que chez nous, il y a un taux d'intérêt plus intéressant, donc les investisseurs, aujourd'hui, tout est mondialisé. Donc si moi, je sers 3% et qu'aux États-Unis, ils servent que 1%, je vais attirer des capitaux chez moi. Et ça va se répercuter sur toute la chaîne. Donc ce pouvoir d'intervention sur la monnaie, il est extrêmement important pour conserver une stabilité, pour empêcher que ça parte en live dans un sens ou dans l'autre, voire même pour agir si on trouve que c'est un petit peu trop mou. Ou agir s'il y a un truc méga risqué, genre coronavirus. Si on n'avait pas injecté des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards, on serait tous en train de manger le pissenlit par la racine, je te le dis. Donc, bien, pas bien, intervention suffisante, pas suffisante, etc., c'est un autre débat. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est pas bien, c'est pas que c'est suffisant, c'est pas que c'est suffisant, c'est que tout simplement, ça permet d'intervenir, c'est tout. Ça, fiat, oui, ça permet d'intervenir. Crypto, non, je ne peux rien faire. C'est-à-dire que même si je le veux, je me suis enlevé la flexibilité d'intervenir. C'est quand même con. C'est-à-dire que j'avais les moyens d'intervenir et je me suis enlevé une flexibilité. C'est ce qu'est en train de faire le Salvador. Et il est en train, avec le temps, de s'enfoncer dans sa décision et de s'enlever possibilité d'intervention sur possibilité d'intervention. Parce qu'au-delà de dire « Ok, je mets une monnaie légale en plus d'une autre », c'est-à-dire j'ai toujours ma monnaie à moi et puis je rajoute le Bitcoin. Bon, ok. Ça peut poser vachement de problèmes si tout le monde commence à rentrer dedans. Mais bref, ok. Mais là, je continue. Je dis maintenant, je vais dénominer mes bonds en Bitcoin. Et là, je continue à creuser ma tombe, là, tout doucement. Si demain, ça pète une hyperinflation ou un taux de chômage ou une guerre civile ou tout ce que tu veux au Salvador, qui est déjà un pays pauvre, en galère, etc., je me suis enlevé tout pouvoir d'intervention. Et de se dire... Oui, mais c'est beau, la population va prendre en main son destin grâce aux cryptos, etc. Ouais, ça marche en France quand tu as ta vision de français, etc. Pas quand tu es salvadorien et que tu n'as pas ni de SMIC, ni de minimum garanti, ni de retraite, ni rien en fait. Donc moi je pense, et on en reparlera, parenthèse fermée, que c'est la plus grosse connerie qu'ils aient fait. Maintenant... ça a un effet réel, puisque là, ce que je suis en train de t'expliquer, je ne l'invente pas, le marché s'en est rendu compte, et une partie importante du marché instit et des investisseurs, on va dire, sophistiqués s'en est rendu compte, et c'est un des éléments qui fait qu'on voit une correction actuellement. Avec toutes les autres news de régulation qui sont en cours, que je viens de te partager, l'Inde, l'Australie, etc. En ce moment, tout le monde donne son avis sur les cryptos. Tu as vu, la Chine a encore été complètement schizo comme d'habitude, et donc, plus on a un contexte de news qui fait peur dans un contexte de marché qui fait peur, parce que juste avant la correction, on était pas mal en surchauffe avec pareil, tu as vu les contrats futurs, beaucoup de leviers, etc. Mais patatras, tout simplement, c'est un élastique. C'est-à-dire qu'on en parle très souvent. C'est un élastique, au bout d'un moment, ça monte. Et puis on a des news. Bon, il se passe rien parce que, ok, ça monte tellement fort. Et puis les gens sont leveragés. Et puis au bout d'un moment, il y a vraiment trop de vapeur et trop de force dans l'élastique. Et le moindre petit qui aurait fait juste ça normalement, il y a tellement de vapeur, il y a tellement de force, l'élastique est tellement tendu, le string est tellement prêt à lâcher que le moindre petit il se transforme en tout simplement. Et c'est ce qui se passe actuellement sur le marché. On va aller faire un tour d'ailleurs on va aller faire un tour tout de suite sur le graphe. Alors le long terme, tu vois, on est là. C'est-à-dire que oui, c'est sûr que quand on regarde un long terme, et c'est pour ça que je pars toujours, et je te conseille de faire la même chose, peu importe ce que tu analyses, des graphes très long terme. Là, tu vois, on est en weekly, méga long terme, puisqu'on a ce canal long terme dans lequel on est depuis toujours.
Ah là, forcément, on voit que la dernière correction, elle fait vachement moins peur d'un seul coup. C'est sûr que quand on la zoome, et oula, il faudrait que j'enlève tous mes magnifiques dessins. Voilà, quand on la zoome, c'est sûr qu'elle fait un petit peu plus flipper, puisque forcément, tac, tac, moins 20%. Et moins 20%, oui, on se dit, oh là là, merde, on est reparti dans les travers de peut-être. Mon propos dans cette vidéo, ça va être de t'expliquer pourquoi je suis de plus en plus en train de basculer et de me dire, ce marché est sain, cette hausse est saine, et on a pété un plus haut, et je pense qu'on va continuer à péter des plus hauts. T'as vu, je suis le mec quand même qui est capable de m'adapter aux conditions. Et je vais également te donner ce que je fais, quelle est ma vision sur les cryptos par rapport au reste de mes allocations, etc. Mais qu'est-ce qui fait que finalement je suis relativement serein et qu'est-ce qui fait que d'ailleurs je suis content de voir cette correction. On en avait parlé sur la dernière vidéo, on était à peu près là. Je crois qu'on était là sur la dernière vidéo, le dernier update crypto. Et je te disais justement, là pour moi, ce qui s'est passé là, ça a été trop violent. C'est trop violent ce que je vois et je pense qu'on va voir une correction importante. Et la voici. Donc c'est bien. Et elle est saine, elle est propre, elle prend son temps. Et ça va être peut-être le maître mot de cette analyse aujourd'hui, c'est qu'on prend notre temps. Et c'est plutôt cool. Avant qu'on aille jeter un œil en détail sur les charts et sur Glassnode, je voudrais te partager plusieurs choses. Peut-être la première, pour introduire l'effet institutionnel, est-ce que oui ou non les gros... Parce que tout le monde dit oui, les institutionnels ils rentrent, le marché il s'ouvre, etc. Mais moi ça ne me suffit pas, c'est-à-dire que où sont les chiffres ? On commence à avoir des premiers éléments. La première chose, moi, qui m'intéresse, c'est ça. C'est de me dire, ok, est-ce que le marché action, il est corrélé ou pas au marché crypto ? Pourquoi ? Parce que le marché action, un des marchés les plus gros, les plus importants sur lesquels les instituts investissent, est incontournable aujourd'hui. Tu ne fais pas sans le marché action. Et d'ailleurs, on a vu depuis Corona, pré-Corona, post-Corona, tout ce qui s'est passé les 10 dernières années, on ne fait pas sans le marché action et notamment les institutionnels. Donc je me dis, si le marché action est corrélé aux cryptos, comme ça a été le cas dans le passé, ça fait chier en fait. Parce que je me mets à la place d'un mec qui a 100 millions, 200 millions, 1 milliard à hedge fund, il va se dire ok, pourquoi je me mettrais sur les cryptos alors que c'est corrélé aux actions, je suis juste en train d'augmenter mon risque. Quand les actions montent, les cryptos montent, quand les actions baissent, les cryptos baissent. Donc j'augmente mon risque. Donc c'est relou. Par contre, si j'ai une décorrélation qui se met en place, je suis en train non pas d'augmenter mon risque, mais d'augmenter ma diversification. Donc potentiellement de diminuer mon risque ou ma volatilité, d'améliorer mon bêta, etc. Tout ce qu'on a pu voir ensemble. Donc c'est plutôt plus intéressant. Et c'est complètement ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que ça, c'est un graphique de corrélation. C'est-à-dire que quand on tend vers 1 tout en haut, on voit pas le 1 parce que ça sort du graphique, mais 1, c'est une corrélation parfaite. C'est-à-dire que là, typiquement, le benchmark, c'est le Nasdaq 100. Donc le Nasdaq, quand il augmente de 1%, là, le Bitcoin, en l'occurrence, sur ce graphique-là, augmente de 1%. Okay, donc là, on compare le Bitcoin et le Nasdaq. Une corrélation parfaite, c'est 1%, 1%. Moins 1%, 1%. Moins 1% aussi, dans les deux sens. Okay, donc ça, c'est une corrélation de 1. A l'inverse, tout en bas, une corrélation de moins 1, c'est une parfaite inverse corrélation. C'est-à-dire que quand le Nasdaq monte de 1%, le Bitcoin baisse de 1%. Quand le Nasdaq baisse de 1%, le Bitcoin monte de 1%. Une corrélation inverse. Okay, et une corrélation qui tend vers 0, comme actuellement, c'est une décorrélation. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir entre eux. Les mouvements n'ont rien à voir. Et ça nous intéresse quand même beaucoup plus quand on est investisseur sophistiqué, institutionnel, qu'on a beaucoup de fonds à placer. Parce que justement, on améliore sa diversification. Donc on le voit dans le passé, on a eu des corrélations fortes, des corrélations inverses fortes, mais finalement, assez peu souvent, on est sur une décorrélation. Et là, on commence à y être, on espère qu'on va y rester, qu'on va rester en tout cas dans des niveaux de corrélation faibles, on va dire rester dans le range là, plus 0,20, moins 0,20, tu vois, c'est quelque chose qui serait intéressant. Pas tout le temps aller vers du 1 ou du moins 1, parce que finalement, le 1 ou le moins 1, c'est le même effet. Hein. C'est-à-dire que oui, je peux l'utiliser pour me hedger, mais globalement, c'est le même effet. Ce qui nous intéresse, c'est plus d'aller vers une décorrélation. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place. Et c'est ce qui va intéresser les institutionnels. Les institutionnels ne veulent pas rajouter du risque sur du risque. C'est tout le principe de la gestion de risque. Maintenant, il y a autre chose qui nous intéresse justement. Il y a un rapport que je veux partager avec toi qui nous dit le comportement de ces gens-là.
Et ce rapport, le voilà, c'est le rapport annuel de Ernst Young, qui est un des Big Four, hein, tout simplement, donc les plus grosses boîtes de comptabilité, audit, commissaire aux comptes du monde. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'ils nous font ça tous les ans sur divers sujets et ils s'intéressent à leurs clients tout simplement, hein, puisqu'ils veulent donner et eux recevoir de la data intéressante pour conquérir plus de clients et donner de la data intéressante à leurs clients pour benchmarker tout simplement le marché. Et nous, quand on arrive à s'immiscer là-dedans, c'est quand même super intéressant. Donc là, on va aller jeter un œil, si tu veux bien, déjà à qui a rempli ce questionnaire. Donc c'est juste ici. Donc on voit ici que le profil des managers, hein, donc des gérants de fonds qui ont répondu, il est détaillé. Donc on a 210 répondants, hein, ce qui nous donne quand même... Là on parle de managers de fonds institutionnels, donc c'est quand même un échantillon qui est propre. On a 107 managers de hedge funds, 103 managers de fonds de private equity, et ils sont en Amérique du Nord pour 138, en Europe pour 45, et en Asie pour 27 d'entre eux. Donc on a un bel échantillon, c'est cool. Et au niveau de l'AUM, donc des fonds sous gestion, on a 63 des répondants qui ont plus de 10 milliards sous gestion. 10 milliards. Donc ça va, on commence à parler à des gens qui sont gestionnaires de fonds. On a 70 personnes là, dans ce survey qui sont entre 2 et 10 milliards de fonds sous gestion et 77 en dessous de 2 milliards. Donc on a un bel échantillon représentatif et on va aller voir tout de suite ce que ça nous dit. Alors ça parle de beaucoup de choses, hein, je t'épargne les détails, tu pourras le trouver sur internet si ça t'intéresse, mais on a une partie qui est liée aux cryptos. Et on a cette première question ici. Est-ce que votre firme investit dans les crypto-monnaies ? Eh bien... oui, mais bof. 7% seulement des managers sondés investissent dans les cryptos et 93% n'investissent pas. Pas encore, ok ? Donc, oui, on a une pénétration institutionnelle. Oui, elle est en train de se mettre en place. Oui, c'est très positif. Mais c'est pas encore foufou. Mais d'un côté, c'est cool parce que ça prouve qu'avec peu de pénétration, on est en train de mettre en place des choses cool et on a besoin de beaucoup de capitaux si on veut aller chercher les niveaux dont on parle tout le temps sur le Bitcoin, etc. Des 100 000 $, 150, 200 000, 300 000 $, etc. qui sont finalement même pas déconnants sur la vision long terme puisque c'est tout simplement le haut de notre canal long terme. Hein. Le haut de notre canal long terme actuellement est aux alentours de 200, 250 000 $. Donc ça s'entend d'un point de vue purement technique, ok ? Donc, on a besoin de ces institutionnels-là. On en a, pas encore beaucoup, mais on a amorcé, on va dire, la machine. Maintenant, ils nous disent, ok, c'est quoi votre plan pour vous exposer sur les cryptos ? Alors, on ne va pas faire tout, tiens, je t'affiche tout pour que tu puisses lire, mais globalement, les trois principaux, c'est investir direct sur les cryptos à 46%, donc en direct. À 43%, investir via des dérivés. Et je t'en parle très souvent des dérivés, c'est pas pour rien, parce que tu le vois encore là maintenant, les institutionnels utilisent beaucoup les dérivés pour s'exposer, et notamment les futurs et notamment les options. Pas les dérivés, c'est pour ça encore une fois que j'en parle tout le temps, pas celles de Binance, etc., qu'utilisent les particuliers, mais on en a parlé déjà, ICE, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'on regarde que je regarde beaucoup ces chiffres-là. Et oui, ça commence, mais c'est pas non plus foufou quand on regarde les volumes de transactions. 3. Investir dans des compagnies privées qui sont elles-mêmes impliquées dans l'écosystème crypto. Bah oui, c'est intéressant. Et puis, on comprend pourquoi on a beaucoup de réponses comme ça sur le sondage. C'est parce qu'on a sondé beaucoup de gérants de fonds de private equity. Donc forcément... le réflexe d'un gérant de fonds de private equity, c'est de se dire « Attends, je vais m'exposer aux crypto, du coup je vais investir dans une boîte qui est exposée aux crypto, du coup je serai exposé aux crypto. » Donc ça fait du sens. Et ensuite, on a diverses formes d'investissement en direct, plus ou moins. On va avancer. Page suivante, on nous explique quel est le top 3 des facteurs qui vous empêchent d'investir aujourd'hui dans les cryptos. Qu'est-ce qui fait que vous n'investissez pas ? Premièrement, les cryptos ne sont pas alignés avec ma stratégie d'investissement. Bon, là, qu'est-ce que tu veux dire ? Ma foi, voilà. C'est parce que, forcément, on parle d'instit, donc on parle de gens qui font les choses d'une manière qui est toujours la même depuis peut-être 100 ans aujourd'hui. Donc forcément, c'est difficile de remettre en question sa stratégie sur un actif qui est régulé bizarrement ou pas du tout, qui
voilà, où on n'a pas de contexte légal propre. Tu as vu, ça change tous les 4 matins, il y a des annonces, etc. Donc, je comprends très bien cette réponse. Deuxième réponse, la volatilité. Ah oui, c'est très volatile, hein, en contrôle du risque, hein, voilà. Et 3, tu vois, l'incertitude au niveau des différentes régulations et des mises en place des lois. Ok. Donc ça, voilà. Et ensuite, est-ce que vous allez globalement vous exposer dans les 2 prochaines années, plutôt plus, plutôt moins, ou est-ce que ça va rester pareil? Donc là, ce qui est intéressant, c'est que pour les managers hedge fund, on a vu qu'il y avait 3 catégories au début qui ont répondu, ils vont augmenter à 26%, donc c'est quand même un quart, c'est bien, leur exposition dans les 2 ans à venir. 5% vont les laisser inchangés, 69% n'imaginent pas investir. Donc tu vois, il y a encore quand même beaucoup de chemin à faire. Oui, on a 25% des répondants qui nous disent qu'ils vont augmenter, mais on a quand même 69% qui nous disent qu'ils vont rien toucher. Enfin, qui vont pas investir du tout. Private equity, bon, forcément, c'est plus faible parce que les fonds de private equity, c'est pas trop leur field d'investir là-dessus, donc ils vont plutôt le faire indirectement. Et les autres investisseurs et les différents fonds qui sont structurés et qui ne rentrent pas dans les 2 précédentes catégories, c'est finalement quasiment les mêmes chiffres que les hedge funds, donc on va dire un quart qui vont augmenter, un cinquième ici, et le reste qui va rester pareil, ou quand même 76% qui n'imaginent pas investir. Donc tu vois, ils sont que 7% à investir aujourd'hui, ils sont 69 ou 76% à ne pas imaginer investir non plus demain. Donc au pire, on va monter à un 20-30% tout mouillé en tout cas là, des répondants de ce sondage-là qui vont investir dans les 2 prochaines années. Donc ça se met en place, les institutionnels rentrent, mais doucement, au compte-gouttes. Alors c'est pareil, de toute façon, c'est toujours pareil, la courbe d'adoption c'est toujours la même, tu la connais, il y a les gens qui sont en avance, il y a les gens qui sont en retard, c'est l'adoption d'une innovation, c'est toujours pareil. Tac, 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 et puis à un moment, il y a un changement de paradigme, et pouf, ça augmente, et les gens adoptent l'évolution. Donc en effet, là on est peut-être plutôt ici, au niveau des institutionnels, on n'a pas encore passé le changement de paradigme et l'explosion. Ça se comprend très bien. Est-ce que c'est positif ou pas positif, ou bien, pas bien, voilà, c'est tout simplement la réalité, c'est tout simplement ce qu'on observe. Allons jeter un œil, si tu le veux bien, sur les écrans pour voir ce qui se passe au niveau des courbes et ce qu'on pourrait penser dans les semaines à venir. Donc, on a eu la correction qui nous fait tous peur, qui à long terme est finalement là. Je te rappelle qu'on avait vu l'explosion avant l'été. L'été, on avait marqué un top. Ensuite, on avait une formation très importante d'épaule tête-épaule qui, si on l'avait cassé à la baisse, nous aurait ramené très probablement vers les bas de canaux. On avait vraiment des constructions qui faisaient flipper pour le coup, beaucoup plus que maintenant. On a fini par s'extraire, on a fini par consolider, puis casser les plus hauts, et on en est là. Et forcément, on a une possible consolidation qui est ma foi, plutôt healthy. En weekly, on a ce beau, alors oui, il est vertical, forcément, c'est les cryptos, mais on a ce beau canal haussier ici qui est relativement propre, ma foi. Quand on passe en daily, clic, c'est propre, quoi. Alors, pourquoi j'ai mis les alertes qui sont là? Parce que je pense que là, c'est ce qui va se passer, tout simplement. Je pense que le niveau des 50 000 et quelques, là, 53 000, 53 200, 52 800, cet intervalle-là, on va le revisiter. Moi, en termes de trading, ça m'intéresse de me positionner là, bas de U, comme ça, et d'arriver à choper ce genre de mouvement. Puisque si on va visiter, théoriquement, alors bien sûr, il y a une chance d'aller casser. Donc là, on va voir après ce qui peut se passer. Mais pour moi, ce qui est plus probable tout de suite maintenant, c'est consolidation saine, pas trop de nouvelles macro qui explosent quoi que ce soit. Boum, on vient casser. Et puis après, on va fabriquer la hausse, comme on a pu la fabriquer ici. Donc ça, premier scénario. Donc, tout simplement, on irait chercher le bas du canal haussier. Donc c'est genre rien de paniquant. Alors oui, on a vu une baisse de 20% parce que c'est les cryptos. Et parce que c'est tout, quoi. Mais on va juste chercher le bas du canal haussier. Voilà, tout simplement. On va chercher les moyennes mobiles, la moyenne mobile 100. Voilà, qui nous a souvent servi. En weekly, on voit qu'on a rebondi très souvent sur la 50. En daily, on se promène entre la 50, la 100, à la 200 qui est ici. Enfin, je veux dire, voilà, c'est propre. Donc, pour moi, première zone, elle est là. Avec possiblement des prises de position en trading ici pour jouer le rebond, tout simplement. Ensuite, on a une deuxième zone qui est plutôt ici, aux alentours de la 200. Donc, aux alentours on a un niveau qui est assez prégnant sur les 47 000.
47 000, pareil, si on vient casser ce canal haussier, c'est un niveau que je pense on va revisiter, mais à confirmer sur la cassure de canal haussier. Et ensuite, on a le troisième niveau que je me suis marqué à 40 000, qui est là quand même un support important. Et si on va revisiter 40 000, disons qu'entre 43 000 et la baisse qui continue jusqu'à 40 000, je vais tout simplement, et c'est ça la beauté aussi d'être liquide maintenant sur la poche crypto en très grande partie sur ce que j'appelle cette deuxième partie de bull run, ou ce peut-être re-bull run, ou tu sais, on ne sait jamais comment on l'appelle, c'est d'être globalement serein sur ces événements-là, quoi. C'est-à-dire que là, il y a un premier trade à faire. S'il casse, il va au stop loss, ma foi. Et puis après, en tout cas, tu es spectateur et tu vas chercher les plus bas. Et puis on verra si on vient reconstruire quelque chose. Quoi qu'il arrive, on va pas faire des mouvements comme ça. Pouf pouf, là, un immense V-bottom, c'est quand même peu probable. En général, si on va chercher ces niveaux, on va aller travailler à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va pas y aller en ligne droite d'ailleurs. On va faire ça, puis on va faire ça, puis on va faire ça. Et puis voilà, quoi. En fait, on va continuer, on va mettre en place un canal baissier cette fois-ci. Donc, pas d'urgence en fait. Et c'est ce qu'il est difficile. Souvent, il y a une espèce de dichotomie qui se met en place entre les long-termistes, qui disent « Ouais, moi, je m'en fous, peu importe ce que le marché y fait, je DCA à la baisse, comme ça je baisse mon PRU, et pouf, quand ça augmente, je suis sûr de gagner. » Oui, j'ai envie de te dire oui, ok, mais là, tu TP jamais, et là, tu es un investisseur vraiment long terme, et tu es en train de me parler, tu es en train de me dire que oui, là, j'investis sur les cryptos pendant 20 ans, pendant 10 ans, pendant 5 ans, et ok, tu vois, c'est une stratégie. Si elle va avec ton style d'investissement, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bonne stratégie. Moi, j'aime pas renforcer des pertes, sauf sur un investissement long terme. Parce que sur un investissement long terme, ça ne s'appelle pas renforcer des pertes, ça s'appelle faire du DCA, ok ? Mais sur un investissement court terme, là où je suis par exemple sur du trading, là, comme on pourrait l'être maintenant, sur un mois, et de se dire « Ah, j'essaie de choper le bas, et à chaque fois de me prendre un stop loss », tu vois, là, c'est plus le même discours. Là, c'est juste je suis en train de m'entêter et de renforcer mes pertes. Donc, deux actions, les mêmes, peuvent être liées à deux réflexions qui sont totalement différentes. C'est ça qui est dur dans l'investissement. Okay, mais en tout cas, cette stratégie, elle fait du sens pour le mec qui est long terme. Moi, actuellement, je te l'ai dit 1000 fois, je suis plutôt court terme sur les cryptos parce que malgré le fait que j'aime ce que je vois et ce qui est en train de se mettre en place, ce que te donne le marché, il te le reprend bien souvent. J'ai fait une très bonne première partie de bull run, je suis très bien sorti en haut, etc. Et donc maintenant, j'ai renvoyé cet argent, tu connais le pouvoir de la réallocation, etc. sur d'autres classes d'actifs. Donc j'ai créé une nouvelle poche d'investissement en crypto, compte de marge sur lesquels je fais du trading parce que j'ai pas envie de remettre des grosses sommes à long terme, de les immobiliser potentiellement tout de suite maintenant, voilà, parce que ça correspond tout simplement avec mon style d'investissement, c'est ma décision du moment. Peut-être qu'elle va changer, peut-être qu'elle va évoluer. Le but de la vie aussi, c'est de changer la vie et de faire évoluer les choses, mais tout de suite c'est ça. Donc là, non, je suis pas en train de DCA à court terme. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de me dire, ok, je mets un plan de trading en place avec des niveaux, pouf, 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 et puis je vais tenter de rentrer proprement comme ça. Et puis si ça passe pas, je vais au stop. Mais l'avantage, c'est que là, si ça passe pas, le marché, il peut dégueuler un moins 40, ce qui est toujours possible. Attention, ne nous laissons pas avoir avec les « Ah, ça descendra plus jamais sous 50 000 ». Ah non, c'est fini. Ah, ça descendra plus. Ah non, ça descendra plus jamais. Ah non, ça descendra plus. Ah non, ça descendra plus. C'est trop, ça descendra plus. Personne n'en a aucune foutre idée. Bien sûr que ça peut descendre. Bien sûr que Bitcoin, il peut redescendre sous 10 000 carrément. C'est-à-dire que d'être aussi extrémiste, terroriste limite, tu vois, que de dire ça descendra plus jamais sous temps parce que, je sais pas, je l'ai sorti de mon cul, je l'ai décidé, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir demain un élément macro. Tu sais, avant le corona, avant le crash de 30%, les gens disaient ah non, le marché il descendra plus, non, on est trop. C'est dans toutes les bulles, enfin même pas bulles en fait. C'est même pas une question de bulle ou pas bulle, c'est même pas le débat. C'est juste que n'importe quel marché peut faire des excès dans un sens ou dans l'autre. Parce qu'il peut y avoir une guerre, parce qu'il peut y avoir un contexte macro, parce qu'il peut y avoir une panne d'internet pendant 3 mois, parce que machin, parce que truc. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr qu'il peut redescendre. Et juste d'être investi à court terme, ça permet tout simplement d'être spectateur quand je prends un moins 40%, exactement comme j'ai été spectateur quand on a pris ici un moins je ne sais plus combien, moins 55%. Et de dormir mieux la nuit, tout simplement. Mais l'un n'est pas en opposition avec l'autre.
et la même personne peut mettre en place plusieurs stratégies. Je suis fatigué de voir toujours des oppositions, des ah oui, mais non. En fait, c'est compte les points à la fin. Tu vois. Le but, c'est de gagner de l'argent. Le but, c'est pas d'avoir raison sur une stratégie à l'instant T. Ok ? Quoi qu'il en soit, j'aime ce qui est en train de se mettre en place. Retournons d'ailleurs sur l'écran parce que ne perdons pas non plus trop de temps. Ça, c'est le graphe d'Ethereum. Ça, c'est le graphe de Bitcoin. Ça, c'est la même chose carrément. Ça, c'est le total market cap. Total market cap, Ethereum. Total market cap, Ethereum. C'est le copier-coller. Ça, c'est le total market cap sans Bitcoin que les alts. Ethereum, total market cap sans les alts. Ethereum, total market cap sans Bitcoin, Bitcoin. Je veux dire, tous les setups sont les mêmes là. C'est des copier-coller de partout. Donc ça, pareil, je trouve ça sain. Je n'ai pas un actif qui est en train de me faire un excès dans un sens, dans l'autre sens, etc. Et j'ai des patterns qui sont propres, quoi, tout simplement. Allons jeter un œil sur Glassnode. Tiens, mais juste avant d'aller jeter un œil sur Glassnode et sur les indicateurs qu'on suit d'habitude, j'ai un dernier truc à te montrer parce qu'il m'a fait rire. Parfois, il faut rire dans la vie, les amis. Le voici, le voilà. Ça, c'est une charte qui compare le prix, donc les montagnes bleues et blanches là, c'est le prix c'est le market cap de Dogecoin et Shiba Inu, donc les deux mêmes coins, le Doge et le Shiba. Et en orange, c'est les prix du Bitcoin. Et on voit que là, dernièrement, sur l'année, on va dire, à chaque fois que les market cap des deux cryptos les plus débiles, LOL, Memecoin, voilà, ont vécu des sommets très importants, avec à chaque fois, tu vois, un excès quand même important, avec une belle parabole. On a eu une correction, la première fois, très importante, puisque c'est la correction de cet été sur le Bitcoin, et la deuxième fois, la correction qu'on est en train de vivre maintenant. Donc, c'est marrant, je ne suis pas en train de dire que corrélation et causalité, attention, on en a déjà parlé plein de fois en vidéo, c'est pas parce qu'il y a un lien de corrélation qu'il y a un lien de causalité, mais finalement je me demande à quel niveau, tu peux me le dire dans les commentaires, on a un lien entre ces deux trucs marrants, quoi. Et d'un côté je le comprends parce que je me dis que la population qui investit massivement, en tout cas le plus fort ou le plus bêtement entre guillemets quand c'est parabolique, puisqu'on le voit, tu vois, les market cap qui explosent paraboliquement sur ces cryptos, c'est finalement la population la moins éduquée, la plus YOLO, la plus all-in, la plus j'ai peur de rater le train, je vais rater le train et qui FOMO. Et je me dis que c'est aussi à ces moments-là, quand il y a de plus en plus de FOMO et de j'ai peur de rater le train, que le marché corrige. Donc c'est quand même rigolo, on le suivra cet indicateur de se dire, est-ce que c'est pas un bon marqueur des excès du marché des cryptos finalement ? On a l'open interest sur les futurs, on a le taux de leverage finalement des investisseurs particuliers, qui est un très bon indicateur. On en a parlé plein de fois et on voit à chaque fois comme on a la chasse d'eau qui se met en place et on a des liquidations en masse. Et finalement, c'est un petit peu la même idée ici avec les gens qui investissent sur ces alts. Allez, on va jeter un œil sur Grayscale. On regarde souvent le Net Position Change, donc ça c'est les entrées-sorties des exchanges. Est-ce que globalement les gens sont plutôt en train de rentrer sur les exchanges ou de sortir des exchanges? On voit que sur ce dernier cycle là, que je vais zoomer, tout que depuis on va dire 2020, fin 2019-2020, on a eu des sorties massives des exchanges, donc c'est un signe d'accumulation tout simplement, c'est-à-dire que les gens sortent leurs coins pour les stocker, et puis on a eu des périodes de distribution à certains moments, alors soit de prise de profit ici, soit complètement de panique sur les dernières baisses, avec beaucoup de gens qui reviennent en panique sur les exchanges pour vendre. Et depuis le bottom, ici, on est revenu en phase de sortie, donc d'accumulation, et qui se maintient bien, proprement. Et là, depuis la dernière correction qui fait peur à tout le monde, eh bien, on est toujours en nette sortie, très clairement, des exchanges. Donc, il n'y a même pas un petit pic vert de distribution, comme on a pu le voir ici. Donc, c'est plutôt positif. C'est un élément de plus qui me fait dire que c'est relativement sain ce qu'on est en train de fabriquer ici. On a la même chose qui s'est passé sur Ethereum. Globalement, les pics sont un petit peu moins violents parce que y a quand même un petit peu moins de volume. Mais c'est la même histoire. C'est la même histoire. On est plutôt en phase d'accumulation qu'autre chose. Je trouve ça relativement sain également. Faisons un petit parenthèse, un petit parallèle sur les frais de transaction Ethereum.
On parle souvent de ces frais-là pour deux grandes raisons. La première, c'est que plus il y a de frais, plus ça prouve que le réseau est congestionné. Plus le réseau est congestionné, plus il est demandé, plus il est utilisé. Et donc, s'il est utilisé, c'est qu'il fonctionne, c'est qu'il tourne, c'est qu'on a besoin de payer des gas fees, etc. Et donc, le TH va être demandé, etc. Enfin bref, c'est le cercle vertueux qui fait tirer les prix vers le haut. Et bien, on le voit là dernièrement. Alors, on avait eu, tu vois, quelque chose de plus important par le passé, notamment début de construction de ce cycle-là, on avait eu des très grosses augmentations des frais, puis en fin de cycle, on était sur des niveaux qui sont finalement les niveaux actuels. Alors je ne suis pas en train de relier le fait que puisqu'on est au niveau actuel, on est en fin de cycle. Non, je suis tout simplement en train de relier le fait que quand on était là sur des plus hauts, on avait une très grosse demande, on a retrouvé cette très grosse demande. Voilà, tout simplement. Et quand on vient zoomer là sur les derniers mois finalement, on voit que voilà, on a un beau trend dossier là sur la demande et donc sur les frais et sur la demande. Je fais quand même une parenthèse supplémentaire sur les frais de cette blockchain là. Parfois voilà, on me dit oui mais ETH le problème c'est que c'est pas intéressant pour les frais, etc. Moi par exemple je vais acheter des NFT en ce moment très à la mode, etc. Mais c'est tout simplement qu'il faut quand même comprendre que quand je vais payer 100, parce que c'est ça qu'on voit actuellement, 100, 150 balles de frais sur une transaction, parfois 80, parfois si j'ai vraiment de la chance 50, mais on est quand même plus là, ça fait pas de sens. On me dit ça fait pas de sens, etc., c'est trop cher. Si, ça fait du sens. Mais ça fait juste pas du sens pour toi. Ça fait du sens peut-être pour des plus gros porteurs. Parce que c'est sûr que si je paye 150 sur une transaction à 1000 balles, ouais, t'es en train de me dire que je me mange 15% de frais. Parce que, par contre, si je paye 150 sur une transaction à 10 000 ou 100 000 ou 1 million, je paye 1,5, 0,1 ou 0,01% de frais. Donc forcément, ce sera les mêmes 150 € de frais. Les frais n'augmentent pas par rapport au prix de la transaction. Les frais, c'est les frais de transaction, peu importe que la transaction vaille 1000 ou 100 000 ou 1 million ou ce que tu veux. Donc, tout simplement, Ethereum est un protocole de riches. Ethereum est un protocole qui tend en ce moment, alors ça, on espère que ça va être réglé, c'est ce qui est en train de se mettre en place avec les nouveaux, la mise à jour du protocole de la blockchain, etc., avec toutes les mises à jour qui sont en train de le passage au proof of stake, etc., qui est en train de se mettre en place maintenant. Mais toujours est-il que c'est pas parce que Ethereum est plus cher que par exemple Solana. Souvent on les oppose en disant Solana c'est le futur Ethereum, ça va détrôner Ethereum, etc. Pas forcément en fait, parce qu'on a tellement une avance importante sur la blockchain Ethereum avec forcément des vrais use cases en face. Tu vois, combien de boîtes, de business, de NFT, de tout ce que tu veux utilisent la blockchain Ethereum, combien de smart contracts sont utilisés, etc. Donc il y a une vraie utilisation business réelle dans le monde réel. Et il y a tellement d'avance là-dessus que oui, Solana c'est moins cher, mais c'est pas pour ça que ça va détrôner Ethereum. Par contre, les deux peuvent tout à fait vivre ensemble. Solana va trouver son application avec par exemple des petites transactions, voire même des micro-transactions. C'est un petit peu la même chose qu'avec XRP par rapport à Bitcoin. XRP trouvera sa place sûrement, on espère peut-être plus tard quand ils seront plus en galère avec la SEC parce qu'ils sont plus rapides et moins chers. Mais c'est pas pour ça que Bitcoin n'existe plus. Et pourtant, Bitcoin, c'est nul. Je veux dire, au niveau rapidité de transaction et frais de transaction, je ne vais pas commencer à aller au Starbucks à t'acheter des cafés en Bitcoin. C'est débile. Mais Bitcoin fonctionne pour plein d'autres choses. Pour faire du store of value, etc. Pour acheter une voiture, ça fait du sens, par exemple. Okay, donc c'est un petit peu la même idée. C'est pas parce que ETH est plus cher qu'il ne trouvera pas tout simplement son use case sur des use cases de riches. Tout simplement. Je veux dire, le marché va s'autoréguler. Okay, donc pour moi, c'est contre-intuitivement un bon signe que les frais augmentent. Tout simplement. Ensuite, retournons ici. On a le réserve risque. Alors le réserve risque, on en a déjà parlé plein de fois sur cette chaîne. Pourquoi ? Parce qu'il mesure en gros le risque perçu par les investisseurs, tout simplement. Voilà, le risque perçu par rapport à la confiance qu'ils ont sur le marché. Et ce qu'il mesure, c'est le sentiment de se dire, par rapport aux échanges qui sont faits, de se dire ok, là, les prix sont bas, donc j'ai un risque-rendement qui est bon, ou les prix sont hauts, mais j'ai quand même un risque-rendement qui est bon, ou au contraire, les prix sont bas, mais j'ai un risque-rendement de merde, ou inversement. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire les prix sont hauts ou les prix sont bas.
C'est pas ce qu'on mesure là. Ce qu'on mesure là, c'est la perception des investisseurs sur le fait que peu importe le niveau des prix, ils pensent qu'ils ont un bon risque-rendement. Parce que le prix peut être à 10 000 et je me dis ça va monter à 30, j'ai un risque-rendement de 3 avec un stop X. Mais le prix peut être à 100 000 et je peux me dire ça monte à 300 000 et finalement j'ai la même perception. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas relié au prix, c'est relié à la perception du risque-rendement que je peux avoir grâce au prix. Mon chat est d'accord avec ça. Donc 2018, on était monté dans des terrains extrêmement glissants ici, hein, puisque en noir c'est les prix, en orange c'est bien le réserve risque. Donc on était monté ici dans des niveaux qui sont rouges, hein, donc qui sont... voilà, personne trouve, quand on est à ces niveaux-là, c'est-à-dire que on ne trouve plus de risque-rendement. On est en train de se dire, oula, on est surévalué tout simplement. Et quand on est dans le vert, on trouve beaucoup de risque-rendement. Et on se dit là, ça fait du sens parce qu'on est sous-évalué. C'est vraiment ça qu'on mesure. On était monté assez haut, et moi ce qui m'avait dérangé, c'est pas trop qu'on soit à ces niveaux-là, puisqu'on était finalement au milieu du canal, mais c'est qu'on fasse des tops comme ça, successifs, qui n'arrivent pas à prendre de la hauteur avec le temps, malgré que tu vois, sur les derniers pics par exemple, le prix est plus haut, mais là, on n'est pas plus haut. On a topé vraiment ce réserve risque. Donc ça, à l'époque, ça m'avait pas fait plaisir, et c'est un des éléments qui m'avait fait me poser des questions. Toujours est-il que là, on est redescendu à des niveaux qui font vraiment du sens en termes de risque-rendement, et on est, tu vois, sur un trend haussier propre, joli, mignon. Ça fait également du sens, notamment avec les problématiques de stock to flow. Le stock to flow, tu l'as sûrement vu énormément de fois sur Internet, c'est peut-être l'indicateur le plus brandi en mode baguette magique par les supporters Bitcoin. Cet indicateur, comme tous les autres, il peut être utile, il a son utilité, il fait du sens, mais seul, il n'en fait aucun. Parce que chaque indicateur, sorti d'un contexte et mis en face d'autres indicateurs pour le confirmer ou pour l'infirmer, ne veut rien dire. Et chaque indicateur a aussi un horizon de temps. Et je t'en parle souvent, notamment sur les marchés actions classiques. On a des indicateurs sur les marchés actions qui sont en avance sur le marché. On a des indicateurs qui sont on time, on a des indicateurs qui sont en retard. Et suivant quel indicateur on regarde, soit on regarde dans le futur, à 6 mois potentiellement, l'action du marché, des prix, ou en tout cas de l'économie, soit on regarde à peu près ce qu'on regarde en ce moment, soit on regarde en retard, c'est-à-dire qu'on vient confirmer ce qui s'est passé avant. Mais c'est la même chose sur le marché des cryptos. Donc il y a cette première chose à comprendre, de se dire, est-ce qu'on a un indicateur qui est plutôt en avance, plutôt en retard, t'as compris? Et il y a aussi... Est-ce qu'un indicateur seul veut dire quelque chose? Oui, non, oui, il veut, mais il peut aussi se tromper. Et en tout cas, plus on met d'indicateurs en face les uns des autres, et plus on a potentiellement un modèle qui est en train de se mettre en place. Parce que c'est ça dont on parle dans l'investissement. C'est de modéliser sa vision du monde pour prendre une décision. Est-ce que j'appuie sur le bouton ou pas? Le stock to flow, c'est quoi? C'est la ligne noire, là derrière, c'est la liquidité disponible. Okay, c'est-à-dire que à chaque halving, tu le sais, on vient diminuer la rémunération, les halvings, tu vois, c'est les lignes pointillées, on vient diminuer la rémunération des mineurs, c'est-à-dire qu'ils vont être payés de moins en moins en nombre de bitcoins nouvellement émis pour les récompenser de leur minage, et donc forcément, on a une attrition du volume qui se met en place, et puis ça va faire des plateaux comme ça, jusqu'au prochain halving, où on vient à chaque fois augmenter la rareté. Donc la rareté, tu le vois, augmente avec le temps. On a de plus en plus de rareté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'action des prix va se mettre en place par rapport à cette rareté. Et donc, quand on met les deux en face, et l'action des prix, ici, la courbe de toutes les couleurs, et la rareté qui augmente, on se rend compte qu'il y a une corrélation entre les deux. En effet. Et puis en plus, là, ce qu'ils font sur le stock to flow, c'est qu'ils mettent en couleur. C'est-à-dire que quand on est plutôt bleu, c'est qu'on est loin du halving, puisque là, tu vois, le halving vient de se passer, donc on est bleu. Et puis plus on rougit, et plus on s'approche du prochain halving. C'est pour ça que la courbe fait bleu, vert, jaune, orange, rouge. Okay, c'est pas la hausse ou la baisse, c'est les jours qui restent jusqu'au prochain halving. Ce qu'on comprend, c'est que oui, plus la rareté augmente, plus les prix augmentent. On est vraiment à une approche de rareté, ok ? Et c'est souvent d'ailleurs un argument des pros Bitcoin uniquement basés sur la rareté qui disent plus un actif est rare, plus il est cher. Étant donné qu'il n'y a que 23 millions de Bitcoin, ça ne peut que monter. Tu sais à quel point je déteste les ça ne peut que monter. Tout ce qui est rare est cher, tu connais l'adage. Sauf que c'est vrai mais c'est faux. C'est-à-dire que oui, ce qui est rare est cher quand c'est demandé. Le Bitcoin, c'est demandé. Une œuvre d'art, édition limitée, c'est demandé, il n'y en a pas beaucoup, ça augmente. Okay, par contre, mon caca. Là, je te prends un exemple qui va te rester dans la tête. Tu vois, mon caca.
Je vais chercher un saladier, là, je fais caca. Ok? C'est rare, je l'ai fait une fois. Je mets un petit drapeau dessus, je signe. Édition limitée. C'est rare, hein? Je le fais pendant une semaine, j'en fais 7. Édition limitée, numérotée. Par contre, c'est pas demandé. Donc le prix n'augmente pas. Me mettre sur internet, personne ne va m'acheter mon caca. Ok? Ça va rester ça dans ta tête comme exemple? Donc la rareté n'est pas suffisante pour faire le prix d'un actif. Ce qui fait le prix d'un actif, c'est la demande. Et bien sûr que la rareté augmente le prix de l'actif. Donc le stock to flow met en exergue la rareté par rapport au prix. Et oui, pour le Bitcoin, il y a une demande, mais non, ça n'est pas suffisant pour dire que les prix vont monter jusqu'aux étoiles. Toujours est-il que ça marche plutôt bien. Ce qu'on voit aussi sur ce graphe-là, c'est que tu vois, avec le temps, les excès de prix se diminuent. Tu vois, sur ce bull run là, 2011-12, on a un très gros excès par rapport au stock to flow. Puis, bull run suivant, 2013-14, qui a été en 2 phases, peut-être comme celui qu'on est en train de vivre. Première explosion, on réintègre. Deuxième explosion, deuxième très gros écart finalement à la norme. Et puis, bear market, bear market, bear market, bear market. Halving, fin de bear market. Explosion 2018 qu'on a tous connu, peut-être pas les plus nouveaux. Pareil, un excès important. Hiver nucléaire, bear market. Halving, début 2020, qu'on a tous connu, je pense. Fin de bear market, explosion, correction très importante qui fait peur à tout le monde cet été. Et aujourd'hui, on est là. Est-ce qu'on continue à exploser, on va chercher un deuxième excès comme en 2014, l'avenir nous le dira, ou est-ce qu'on est là et puis tu vois, ça s'est tellement contracté, tu vois, contraction c'est moins volatile, contraction c'est moins volatile, que finalement là c'est moins volatile, je ne pense pas non plus. Toujours est-il que oui, là on est physiquement, visuellement à un niveau trop bas par rapport au stock to flow et par rapport à la rareté. C'est-à-dire que là il y a un écart de marché. Enfin, il y a un écart de statistique finalement. Mais c'est pas parce qu'il est là qu'il doit être comblé. C'est pas parce que ça descend que ça doit monter, c'est pas parce que ça monte que ça doit descendre. Hein. Tu connais les marchés. Ça peut rester relativement longtemps écarté. Ou faux, ou s'inverser complètement. Mais c'est un indice qui est intéressant à suivre et qu'on va suivre. Donc, il est quand même très probable qu'on vienne péter là et chercher, si on vient voir un bull run en 2 phases, comme c'est un des scénarios, hein, puisqu'on a le scénario du bull run en 2 phases, là, et puis en fait on n'a encore rien vu et ça va exploser, à ce moment-là, on verra un excès très important sur le stock to flow. Et la rareté viendra booster ça. Et les investisseurs et les institutionnels qui rentrent petit à petit viendront booster. Mais c'est aussi possible, et c'est aussi un scénario, que les institutionnels rentrent tellement de plus en plus et on fasse tellement rentrer de plus en plus de nouvelles liquidités, plus un marché est liquide, moins il est volatile. C'est très simple, hein, parce qu'à chaque niveau de prix, il y a beaucoup plus un acheteur ou un vendeur. Donc si j'ai de plus en plus d'acheteurs ou de vendeurs à chaque niveau de prix, je fais beaucoup moins bouger les cours, puisque le carnet d'ordre est très plein, et c'est très difficile de l'effacer avec un gros ordre. Alors qu'aujourd'hui, t'envoies un 100 millions d'ordres, et c'est bon, là, tu fais un spike de malade sur n'importe quel crypto, y compris Bitcoin. Donc ça, c'est aussi un scénario. Est-ce que demain, il va y avoir tellement de grosses monnaies, tellement d'instits, comme on a vu sur le Forex. Le Forex, c'est rentrer. On parle en milliers de milliards d'échanges. Et il n'y a plus aucune volatilité sur le Forex. On l'a vu sur les marchés actions. J'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo fondamentaux. Il y a eu tellement de liquidités qui sont rentrées, et encore plus avec le trading haute fréquence, etc., qu'on a eu une contraction sur les 10 dernières années, 15 dernières années, de la volatilité extrêmement importante. Est-ce qu'on va voir ça arriver sur le marché des cryptos? Est-ce qu'on va voir du trading haute fréquence arriver de plus en plus, etc., vraiment fortement, avec des institutionnels vraiment, et pas juste Jean-Claude avec son robot de trading? C'est tout ce qu'on veut savoir, tout simplement. Donc tout est possible, encore une fois, ne jouons pas trop à Madame Irma à vouloir savoir ce qui se passe. Il y a autre chose que je voulais te montrer. Oui, ça c'est en effet la déflexion entre le stock to flow qu'on a vu juste avant et les prix. Donc cette fois-ci, ce qu'on regarde, c'est que est-ce que globalement, par rapport au prix, on est plutôt surévalué ou sous-évalué par rapport à ce modèle théorique qu'on a vu là, ok ? Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, tu vois, on a fait un excès très fort, hein, donc oui, il est ici également, donc on était très surévalué. Et puis sur ce dernier bull que je vais zoomer ici, on a connu, tu vois, des excès en début de cycle
Parce que pas encore halving, forcément, on était encore en excès, tu vois. Donc c'est pas parce que, tu vois, les prix sont bas qu'on n'est pas en excès, hein, puisque avant le halving, ici, on était en excès. Puis halving, tac, et forcément, bah, on n'y est plus. Et on y est remonté ici, tu vois. Donc ça, pareil, moi, je penche plutôt pour la thèse qu'on va voir de moins en moins d'excès importants et que on va contracter de plus en plus la volatilité et que finalement, il faudra faire attention à ces indicateurs de plus en plus, puisque là, tu vois, on n'avait pas un signal fort. Plein de gens auraient pu dire « Ah bah oui, mais tu vois, on vient à peine de passer le truc, c'est rien. » Bah finalement, on a marqué un top très peu de temps après, quoi. Donc, c'est aussi des choses qu'on va suivre. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses du marché actuellement. Moi, pour conclure tout ça, je reste sur ma vision plutôt court terme actuellement, même si j'ai une poche beaucoup plus petite, beaucoup plus contenue, long terme et intracycle. Je reste en ce moment très court terme, très intercycle. Je trade ce marché-là. Pourquoi ? Parce qu'il m'a déjà beaucoup donné, j'ai pas envie qu'il me reprenne beaucoup en cas de gros problèmes, et également pour la tranquillité d'esprit que ça m'apporte. Et quand même, on a une volate qui est quand même méga importante. Enfin, on vient de faire un moins 20%, donc il y a de quoi faire de très bons chiffres en trading également. Il n'y a pas besoin de forcément rester dans le marché. C'est le marché le plus volatile, donc pour moi, c'est aussi le plus tradable et le plus facile. Tu vois, c'est entre trader le Bitcoin ou le Ethereum et le S&P 500, le choix est vite fait, tu vois. Donc voilà, tout simplement. Je pense que ce que je vois, c'est très sain. Je pense que les news affectent le marché parce qu'on cherche à chaque fois un narratif, une histoire, mais finalement pas tant que ça. Je vois l'avenir plutôt propre, plutôt cool, quoi. Et surtout, ce qui se passe graphiquement, ce qui se passe dans l'action des prix, c'est sain, quoi. On n'est pas en train de voir des paraboles, des hyperboles, des trucs complètement débiles où je te dis comme juste avant l'été, pendant l'été, oulala, je sors parce que j'ai peur. Là, non. Et je te le dirai encore une fois, hein, si dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça devient débile, je te le dirai. Mais là, je suis plutôt de plus en plus serein, donc c'est cool. Ce que j'ai envie de voir là, ce que je peux te recommander, si tu es un investisseur, on va juste faire un dernier point, plutôt long-termiste, et que tu te dis, bah tiens, je rechargerai bien, tant qu'à faire, travaille tes entrées, quoi. C'est toujours intéressant de travailler un petit peu ses entrées. Tu as vraiment 2 approches, hein. C'est-à-dire que si tu es vraiment DCA long terme, Yann, écoute-moi, moi je suis un portefeuille bon père de famille sur 20 ans, j'en ai rien à branler, tous les 5 du mois j'investis, continue. Par contre, si tu es entre deux, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'arrivent pas à choisir, ils sont cul entre deux chaises sur les cryptos, qui d'un côté font de l'opportuniste, dès que ça bouge, ils rentrent, j'ai peur de rater le train, ça je pense que tu te reconnais. C'est-à-dire que t'as une stratégie première dans ta tête, où tu te dis, moi je suis un long-termiste ou moi je suis un trader, mais parfois t'es un peu flou, quoi. Genre ça bouge, vite, faut que je cours, ou ça part, j'ai raté le train, ou ça FOMO, ou machin, ou j'attends une correction pour rentrer, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont cul entre deux chaises. Pour ces gens-là, améliorons nos entrées, travaillons nos entrées, essayons de professionnaliser notre approche. Tu connais, mon combat, c'est toujours le même. Donc là, même si je fais du moyen terme, on va dire, par exemple, que je m'imagine juste être là pour profiter de la fin du bull run, je travaille mes entrées, quoi. J'ai des trucs propres qui sont en train de se mettre en place, jolis, bien timés, bien propres, avec des canaux haussiers, puis des grands mouvements sur plusieurs semaines qui me permettent vraiment de pas FOMO, de prendre mon temps, de travailler un point d'entrée. Voilà, on a un bon point d'entrée ici, bas de canal haussier. Si on vient le casser à la baisse, merde. Là, si je suis trader, je prends mon stop loss. Et puis si je le suis pas, tant pis. J'attends de voir ce qui va se passer. Mais je suis là sur un horizon de temps 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et plus. Donc c'est pas très grave, ok ? Tout simplement. Mais dans tous les cas, je suis pas en train de FOMO. Si je suis trader, je suis pas en train de FOMO parce que j'attends mon setup. Si je suis investisseur long terme, je suis pas en train de FOMO parce que j'ai un plan et je l'applique. Et puis si je suis un investisseur méga long terme, mon père de famille DCA pendant 20 ans, je suis encore moins en train de FOMO parce que moi je cherche même pas à comprendre, tous les 5 du mois j'investis. Facile finalement l'investissement. L'avenir c'est nous, je te dis à bientôt la team, ciao.